Stand clear of the closing doors, please. It was crazy. The atmosphere, the fans, the game itself. It was a dogfight, really. I tell people, man, you were Durant before Durant. Bing bong, Julius Randle. Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, amis d'Enix, bonjour ou bonsoir. C'est avec un excellent plaisir que on est reparti sur un nouvel épisode, l'épisode numéro 16 de votre podcast préféré, The Knicks Episode. Aujourd'hui, pas mal de monde autour du micro, donc avec l'équipe habituelle, Johanny. Salut Johanny. Bing bong. Salut à tous, salut à tous. Salut Julien. Salut les gars, salut à tous. Salut Abdoul. Donc Abdoul qui fait son retour sur cet épisode. Salut à toi. Hello la famille. Et un nouvel invité. Donc nous avons le plaisir de recevoir Paolo avec nous. Paolo, bonjour à toi. Salut la KNF. Salut. Aujourd'hui, écoutez, on va faire un petit bilan là sur le début de saison. Ça fait maintenant un mois qu'on vous a laissé avec l'épisode précédent. Donc on aura tout loisir de revenir sur vos ressentis de ce début de saison. On va bien évidemment évoquer l'actu KNF. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Mais avant toute chose et avant de rentrer dans le concret, je vais laisser la part belle à notre invité, Paolo. Écoute, si tu peux un petit peu te présenter et puis quelle est ton affiliation donc avec Knicks Nation France, Paolo. Merci déjà de m'accueillir aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je vous rejoins. Alors Paolo, j'ai 42 ans hein, pour vous donner un peu le parcours. Ça fait maintenant depuis l'âge de mes 12-13 ans que je supporte les Knicks. Je suis tombé dedans comme Obélix il y a maintenant quelques années, début des années 90. Pour être exact, à cette époque, il y avait une grosse rivalité entre les Bulls d'un certain Michael Jordan et les Knicks. Et j'ai fait mon choix pour l'équipe qui était sur le devant de la scène et celle qui essayait toujours de bagarrer pour les battre. Donc cette équipe me plaît beaucoup. New York aussi, j'avais un petit attrait déjà à l'époque pour cette ville. Les années sont passées et je suis tombé véritablement amoureux. Donc je suis maintenant les Knicks pour chacun de leurs matchs. J'en loupe quasiment jamais un. Et bien entendu, je suis la Knicks Nation France par cet intermédiaire aussi depuis maintenant quelques temps. Donc merci encore de m'accueillir. Merci à toi de venir nous prêter main forte pour cet épisode de rentrée. Hein. Ça fait un bon petit starting five pour le podcast aujourd'hui. Tu es, je vois, quelqu'un aussi d'assez modeste, hein, parce que tu n'as pas osé dévoiler le fait que tu te cachais aussi derrière certains articles pour le blog KNF. On a pu te lire notamment cet été avec quelques articles autour de la draft, les prospects, et puis aussi les drafts passés. Une belle rétrospective de toutes les années, de toutes les décennies de la draft. C'est des articles que vous pouvez encore retrouver, hein, bien sûr, sur le blog KNF, dans la section History. Mais voilà, ouais, tu es un fan de longue date et sans trop de surprise comme beaucoup, issu de la génération des duels avec les Bulls, quoi. Hein, forcément, il y avait Michael et puis il y avait les méchants et les vilains Knickerbocker qui essayaient de gagner et beaucoup comme toi avec l'époque Canal+, voilà, sont tombés dans le Knicks game, dans le supporting des Knicks. Exactement. Oui, j'ai fait quelques articles effectivement sur le blog et c'est avec un grand plaisir que je continuerai sur mon temps libre, même si en ce moment il est un peu plus difficile d'en trouver. Mais c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager sa passion sur cette équipe et revenir un petit peu sur le passé et aujourd'hui sur l'actualité du moment. Donc on va continuer dans les mois à venir à donner un petit peu de contenu sur
sur le blog. Si bien entendu la KNF veut encore de moi. Oui, je pense que on veut encore de toi. La preuve, t'es là aujourd'hui. Bon, écoutez les gars, Paolo déjà, tu nous fais une belle transition parce que évidemment, tout l'intérêt c'est de revenir un peu sur ce début de saison. Donc là, on est assez nombreux, donc on va essayer de varier les plaisirs. Hein. Donc je suis là de toute façon pour arbitrer les débats. Hein. Tout va bien se passer en souplesse. Donc en fait, voilà, juste une petite situation, messieurs. Donc les Knicks, à l'heure où on enregistre, à 7 victoires et 5 défaites, et stabilisé, on peut parler de ventre mou, ouais, allez, on va dire milieu de tableau en conférence Est, ils sont en 7e position. Voilà, donc pas mal de changements aussi dans le roster cette année, donc on n'a pas trop, on n'a pas eu le temps en fait d'évoquer l'intégration de Kemba Walker, on n'a pas eu le temps de parler de l'intégration également d'Evan Fournier. Moi déjà dans un premier temps, petit tour de table les gars, quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous retenez sur ce début de saison, quels sont pour vous les éléments marquants? Alors je sais pas qui veut se lancer en premier. Ouais, je peux commencer et puis Julien et Joanie faisant le YouTube et les commentaires qui vont bien chaque semaine pourront compléter. Mais clairement, on est parti en furie. Hein. On s'est mis à rêver tout de suite qu'on dominerait la saison et la conférence. Je pense que en pur New-Yorkais et pur fan des Knicks, on avait le cœur qui était en chamade là. Sur la première semaine. Non, jamais dans l'excès, jamais dans l'excès. Non mais c'est vrai que le 5-1 de ce début de saison là. Non mais assumons-nous. Mais en fait, on ne demande qu'à s'enflammer, donc laissons-nous nous enflammer par moment. On revient vite à la réalité et voilà. Bon. C'est avec pure fierté que je l'ai dit. Donc voilà, et la réalité nous rattrape. Alors oui, il y a un nouveau roster, une nouvelle équipe qui est en train de se monter, donc c'est pas évident. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a deux gros joueurs qui sont capables de diriger cette équipe. Je parle et vraiment à mon sens, Evan et Kemba peuvent vraiment être des vrais leaders. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est dès ce début de saison. Que RJ soit enfin dominant, quoi, soit enfin le joueur qu'on attendait. Il est bon, hein, RJ. J'ai toujours, depuis le début, j'ai toujours voulu qu'on le sélectionne. Je crois en lui, mais c'est son jeu en dents de scie ouais. Un peu à l'image de l'équipe finalement. On a beaucoup d'irrégularités, tant dans le jeu de RJ que de l'équipe ou dans un match. Et là, on sort du match de la défaite au Garden face aux Bucks. C'était encore une sacrée histoire. Hein. Elle a été dure, une sacrée purge, les gars. Hein. Franchement, c'était un peu difficile. Dans la manière, surtout, en fait. C'est la manière. Les résultats perdent contre le champion. Voilà, dit comme ça, il n'y a rien de honteux à perdre contre le champion. Ouais, mais dans ce qui est proposé dans le cœur des matchs, et d'un match à l'autre, et d'un joueur à l'autre, aujourd'hui, on est dans vraiment une phase d'irrégularité sur l'ensemble de l'équipe. Oui. Et c'est ça qui est frustrant en fait. Malheureusement, c'est la frustration qu'on a en ce début de saison parce que on rêvait mieux. Alors on rêvait. Donc du coup la réalité elle est un petit peu différente, mais voilà, tout n'est pas jeté non plus. Il y a des joueurs qui passent un peu au travers, d'autres qui confirment, d'autres qui manquent de régularité, d'autres qui sont blessés. Compliqué ce début de saison, même si le bilan comptable n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pourrait croire. Hein. Non, mais il est plutôt positif tout de même. Donc, c'est bon comme bilan, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que nous, par rapport au roster, par rapport aux joueurs qu'on a et potentiellement ce qu'on est capable de faire, on n'a pas vraiment envie de l'accepter. Et je pense que là, par rapport à cette équipe et ce qu'on avait l'année dernière, le niveau qu'on donne, le niveau de jeu basket qu'on donne aujourd'hui n'est pas à la hauteur de nos attentes, quoi. Donc là, on veut que l'équipe se ressaisisse assez rapidement, que les mecs se remettent en place dans leur tête là et qu'ils jouent le basket qu'on attend, quoi. Parce qu'on n'investit pas dans des joueurs comme ça pour être en milieu de tableau, quoi. Non. Et ton ressenti, toi, Paolo, là, sur ce début de saison?
Eh bien, écoutez, moi, je suis un petit peu partagé parce que je pense que on fait pas un si mauvais début de saison de ça au regard de plusieurs points. Le premier point, c'est les deux arrivées dans le starting five qui sont pas neutres quand même. Quand tu intègres un joueur comme Kemba Walker et un autre joueur comme Evan Fournier dans un 5 de départ, on est sur deux joueurs de backcourt, donc naturellement, ils ont besoin du ballon pour exister et il faut déjà trouver des automatismes. Pour le moment, on voit quand même que quand l'adresse est là, les Knicks gagnent. Quand l'adresse n'est pas là, les Knicks sont en difficulté. Et souvent, c'est l'adresse de ces deux joueurs aussi qui fait la différence. Donc il va falloir du temps, je pense, pour réussir à intégrer les deux gaillards. RJ aussi est décalé sur un poste 3 sur lequel on a eu peu l'habitude de le voir. Et pour le moment, on a un RJ qui est sensiblement sur les mêmes statistiques que celles qu'il avait l'année dernière, c'est-à-dire un petit 17 points par match, 5 tirs bons, et puis ces deux, trois passes décisives. Par contre, il y a un point sur lequel je pense qu'il faut naturellement revenir avec RJ, c'est le fait que cette année, il est réellement devenu notre go-to guy en défense. Chaque soir. Oui, c'est bien de le souligner, finalement. Voilà, chaque soir, il scoltine le meilleur joueur adverse en défense, capable de défendre sur un poste 2, un poste 3, voire par moment, on pourrait même penser pouvoir le mettre sur un poste 4. Donc c'est un joueur aujourd'hui qui progresse énormément sur ce point et qui est véritablement occupé de passer un cap. Et le basket, ça se joue des deux côtés. Et là, justement, où je suis assez d'accord. est plutôt bonne, c'est que l'année dernière, les Knicks, c'était top 3, top 4 défense de la ligue. Et cette année, autant on a RJ qui défend, autant un Evan, un Kemba. Ouais, même Julius, c'est pas un pur défenseur, et puis c'est compliqué aussi, faut le réaliser, hein. Il y a très peu de joueurs dans la ligue qui sont capables de défendre fort tout un match et en même temps d'attaquer fort tout un match. Jeff fait partie de cette génération. On va dire qu'il a ce potentiel. On l'a vu, il a eu un beau passage là, de 4-5 matchs où il a scoré à plus de 20 points, même où il bat son record en carrière. Là, il est un peu plus dans le dur sur les derniers matchs, offensivement parlant, j'entends. Défensivement, voilà, il est présent, mais c'est pas suffisant. Donc du coup, c'est l'impression qu'on a globale, c'est qu'il manque cet esprit défensif et cette rugosité défensive qu'on avait l'année dernière. Et c'est clair qu'en ajoutant Kemba Walker et Evan Fournier dans le 5, c'est pas ça qu'on a renforcé cet été, quoi. Clairement pas. On a essayé de trouver des options offensives au détriment peut-être des options offensives au détriment de l'attaque. Et quand la partie offensive est pas là, il y a un souci, quoi. Justement, moi en fait c'est ça qui m'intéresse dans ce début de saison des Knicks, c'est en fait le changement de jeu. Notre jeu évolue en fait, donc au niveau du pacing, au niveau du rythme, c'est beaucoup plus élevé. C'est la part belle aussi à un gros crantage au niveau du shoot à 3 points, donc on voit de plus en plus de joueurs qui courent directement vers le cercle et qui facilite le jeu en transition. Donc c'est un petit peu nouveau pour nous. Après, évidemment, ça c'est au détriment d'une intensité défensive qui chute, hein, forcément. On l'a vu notamment sur, on va dire, les 2 premières semaines où on avait beaucoup de mal à conclure nos matchs, en défense notamment, quoi. Et à garder les quelques avances qu'on pouvait prendre, on se faisait... Exactement. Même si c'est valable depuis le début de la saison, on se fait rattraper systématiquement. Donc est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est de la relâche? Est-ce que c'est une adresse folle aussi des adversaires? Parce qu'il y a ça. C'est tributaire aussi de notre propre style offensif. C'est-à-dire qu'en fait, à ouvrir le jeu sur nos extérieurs et à tenter beaucoup de shoots à 3 points, t'es vraiment tributaire de cette adresse-là. Donc après, dans l'eau, on pourra rentrer dans le détail. Il y en a qui tirent encore leur épingle du jeu. Là, je pense notamment à Derrick Rose, qui a un pourcentage à 3 points qui est juste affolant. Il tourne à 48% en ce moment, hein. Donc après, par contre, il y en a d'autres, c'est une catastrophe, quoi, dans les choix, dans la régularité. Quickly, ça force un peu. Il y a un petit peu de mieux sur les dernières sorties, mais voilà, effectivement, au global, l'équipe, dans son ensemble, a besoin de se réajuster, a besoin de trouver son rythme de croisière. Et on joue plus vite, plus de shoot à 3 points, on rend aussi plus de ballons, donc... compliqué de trouver le bon équilibre offensif-défensif pour moi. Et toi, Juju, du coup, qu'est-ce que t'en penses, du coup? Vous avez à peu près tout dit, je suis à peu près d'accord dans l'ensemble.
Plusieurs points. Moi, je suis assez déçu sur le début de saison, je vais pas le cacher. Premièrement, parce que c'est bien beau de dire qu'on a un peu plus de talent offensif, c'est vrai, mais on n'a pas recruté Stephen Curry ou Kevin Durant. Donc, on est en train de s'inventer une vie offensivement parce que les 2 premiers matchs étaient champagne, on mettait tout dedans. Même si j'adore Evan, c'est pas non plus le meilleur attaquant de la ligue. Et en ce moment, les premiers matchs nous ont un petit peu faussé notre jeu. Dans la mesure où c'est un petit peu trop axé sur le 3 points, alors que, comme tu l'as assez bien dit, Lo, le seul qui est extrêmement fiable en ce moment, c'est Derrick Rose. Tout le reste, ça artille, mais ça gâche énormément par rapport au nombre de shoots pris. Deuxième chose, RG, oui, fait le taf en défense, c'est vrai. J'étais pas fan de Reggie Bullock ni de Elfrid Payton, mais sur le 5 majeur l'année dernière, les deux faisaient quand même le minimum défensif, qui est clairement pas le cas de Kemba. Evan fait quelques actions défensives, mais c'est pas terrible. Et Mitch Robinson est complètement en struggle depuis le début de saison. Ce qui veut dire que, une fois sur 2, 2 fois sur 3, le match est pas très agréable à regarder. C'est-à-dire que on shoot, mais on fait pas les quotas défensifs. On monte dans la pace, comme tu dis, mais c'est pas notre jeu. C'est pas ce qui a fait notre force l'année dernière. Donc là, on se retrouve avec une équipe qui avait des certitudes l'année dernière et qui se retrouve à jouer un autre jeu. J'en prends aussi pour preuve la seconde unit, qui commence à aller mieux. Bon, sur le dernier match, il les a même fait finir le 4e pour sanctionner le 5 majeur. Thibodeau, 5, bah oui, évidemment. Il l'a annoncé, mais c'est parce que ça résume un petit peu tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on se prend pour une autre équipe. Ok, on est plus fort offensivement, mais restons mesurés. Le problème, c'est qu'on ne fait plus les efforts défensifs. Mitch, moi, je ne veux pas tirer sur lui, mais je trouve que dans le 5, il n'apporte pas. Nerlens Noel, à chaque fois qu'il rentre, est beaucoup plus impactant, notamment défensivement dans le 5. Et Evan, Kemba et Julius, en ce moment, défensivement, c'est pas la fête. Et ça se regarde un petit peu. Et en fait, en gros, on prend des points et on se dit, on va en remettre. Le problème, c'est que ce soit contre Orlando, que ce soit contre Toronto, que ce soit contre Cleveland, des équipes qui, sur le papier, tu dois prendre ces matchs, et t'attends de mettre tes 3 points, sauf que tu ne les mets jamais. Mais comme tu fais pas les efforts défensifs, tu perds et tu perds au Garden. Donc moi, pour l'instant, je suis assez déçu parce que oui, le bilan comptable est pas trop mal, mais on a joué des équipes un peu pétées quand même, des équipes qui étaient blessées. Et pour l'instant, on a quand même perdu notre identité de jeu qui était notre force l'année dernière, sur lequel a construit Thibodeau aussi. Justement, en perdant cette identité de jeu, ni le 5 majeur ni la seconde unité arrive réellement à trouver sa place. Donc c'est pas alarmant, on est toujours là, je pense toujours qu'on sera en play-off et tout, mais je pense qu'on s'est vu trop beau et qu'on a un petit peu trop changé notre force. Et là, il va falloir se reprendre. Je pense que la sanction qu'a mis Thibodeau hier soir contre les Bucks de sortir le 5, c'est clairement dans ce sens-là. C'est-à-dire que, ok les gars, vous êtes plus forts que l'année dernière offensif, ok les gars, on a du talent, mais si vous faites pas le taf, ça va pas être bon. Et c'est pour ça qu'il a mis la seconde unité avec des top-in et tout, qui eux se sont mis le cul par terre hier. Voilà, et on est revenu contre les Bucks, on a perdu parce qu'on avait moins de talent, mais quand on revient, c'est parce que la seconde unité, Tash, Topin et tout, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se donnent défensivement et ils bloquent les Bucks. Ce qu'on voit pas du tout avec le 5 majeur actuellement, donc moi c'est pour ça que je suis assez déçu. Sur la seconde défaite au Garden, la défaite au Garden face aux Bucks, je sais pas si c'est une question de talent, bon c'est sûr il y a un MVP ou un Defensive Player of the Year en la personne de Giannis, mais les Bucks sont assez diminués en ce moment. Par contre, ce qui nous a fait très mal chez eux, c'est leur adresse à 3 points. On a un problème de défense sur l'adresse à 3 points. Mais ça reste une partie défensive. Et on dit que la seconde unité a fait très fort. Et oui, elle a fait très fort. Elle a réveillé, elle est revenue à égalité dans le match. Mais pareil, elle se prend la marée à 3 points en fin de match. Elle a été plus en capacité de défendre en fin de match. Non, mais c'est pas non plus son rôle. En même temps, la seconde unité, tu la sors alors que tu les fais jouer 7 minutes par match les derniers matchs. Là, tu leur fais jouer le dernier quart. Parce que t'es à moins 20, donc t'as plus rien à perdre. Donc, Mais ça n'a rien à voir, c'est juste qu'eux manquent de rythme. Eux, bien sûr que quand ils font l'effort de revenir à égalité, après, ils ont plus le rythme pour tenir tout le match. Normalement, là, tu dois remettre tes titulaires pour apporter un petit peu de fraîcheur. Il l'a pas fait Thib, il lâche le match, je pense, dans ce sens-là, en sachant qu'il allait le perdre quand il voit que ça rentre, pour sanctionner son 5 majeur. Et c'est pas anodin. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment... Enfin, c'est vrai que je lisais ça parce que j'étais en live tweet cette nuit sur le match. Il y a des gens, effectivement, qui disaient mais pourquoi il a pas remis son 5 ? Et en même temps, il aurait remis son 5 alors qu'il avait des gars qui étaient chauds bouillants. Thibodeau l'a annoncé tout à l'heure. Il l'a annoncé. Il a annoncé que c'est une sanction. C'est pas moi qui le dis, c'est il l'a annoncé il y a 2 heures, 3 heures. Après, son 5 était mauvais, donc quand tu prends 20 points... Mais encore une fois, on dit toujours au basket, l'adresse, ça va, ça vient. On dit toujours, tous les coachs le diront au basket, l'adresse, ça va, ça vient, ça fait partie du jeu. Mais si tu te défends, c'est autre chose. Le problème en ce moment,
c'est qu'on ne fait pas. Que tu rentres pas tes paniers, ça peut arriver. Chacun peut mettre ses paniers un soir. C'est pas le problème. Le problème, c'est que je ne tire pas sur RG, Julius ou Evan. Chacun va trouver son rythme. Le problème, c'est qu'ils font pas le minimum en défense. Notamment Julius, qui l'année dernière était beaucoup plus dur en défense. Aujourd'hui, son vis-à-vis le bloque à Il y a eu peine. des phases terribles, hein. Il était pas terrible de Julius en défense. Et Evan et Kemba, je suis désolé, mais Eva et Kemba, en défense, pour l'instant, c'est très très moyen. Après, Kemba Walker, on le savait, hein, ça n'a jamais été un gros défenseur. Là où il est fort, c'est pour prendre des charges. Mais voilà, ça c'est pas une nouveauté quand on a recruté Kemba Walker, que c'était pas. C'est pas une nouveauté, mais là nous on fait le constat aujourd'hui que l'air de rien, peut-être que c'est pas une nouveauté, mais en même temps, il faut tous se mettre au diapason, quoi. Et si tu joues plus sur ta défense, qui était la force de l'année dernière, ce qui était notre point fort et qui nous a permis de gagner beaucoup de matchs avec le caractère. Aujourd'hui, quand on est au Garden, le caractère, on l'a pas. Et c'est incroyable. Tu es chez toi, tu as le public qui pousse et il n'y a pas de caractère. Pour moi, c'est un constat, mais c'est pas nécessairement une conclusion en soi. Moi, juste le truc qui me dérange, sur le papier qui était plutôt sympa, et notamment sur le début de saison, c'est que l'apport justement d'Evan Fournier et de Kemba Walker n'allait pas entacher le style de jeu de Julius Randle, qui reste le joueur qui organise notre attaque, notre plaque tournante, et ça ne change pas dans l'exécution offensive. Justement, l'idée, c'était d'apporter deux joueurs qui pourraient aider et soulager Julius au niveau du scoring. Donc sur ce côté-là, le début de saison a bien répondu aux attentes. Certes, effectivement, en défense, on voit qu'on se prend de sacrés courants d'air, et ça, dans l'attitude, ça s'est matérialisé, on va dire, sur la deuxième et troisième semaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de se retrouver encore autant Julius Randle dépendant au bout de 11 matchs, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire que si Julius ne sort pas un gros match, in fine, même s'il n'est pas impactant offensivement, mais un gros match en termes de production et le fait de faire jouer son équipe, les Knicks ne remportent pas de victoire. Et moi, c'est en ça que j'ai mis quelques doutes, en fait. Et on est aussi dépendant de Derrick Rose, énormément, mais énormément. Moi, oui, on est plus dépendant de Derrick Rose que de Julius. Hein. Que Derrick Rose, en ce moment, s'il n'est pas là, on est mal. Parce que Kemba, ses stats, c'est en trompe-l'œil. Parce que oui, il met quelques paniers et tout, mais clairement, c'est quand D-Rose est sur le parquet que souvent on revient ou on fait un écart quand on gagne. C'est lui la différence. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le constat est pas bon. Et j'en ai déjà parlé sur YouTube une fois avec Johnny. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que le point fort de l'année passée, c'était notre défense. Mais il y avait un autre point fort, c'était cette fameuse seconde unit. Quand elle rentrait, elle faisait mal à l'adversaire. Parce que justement, on avait une seconde unit qui n'était pas trop... il n'y avait pas un gros écart avec notre 5 majeur. Et on pouvait garder cette constance. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a des matchs où la seconde unit n'apporte rien offensivement. Hein, donc, Après, dans la gestion de la seconde unit, moi je trouve pas de différence avec le traitement d'Eric Rose, parce qu'on s'est déjà aperçu l'année dernière qu'il finissait pas mal les matchs aussi. Hein. C'est plus que Burks, Quickley et Topin qui sont un peu en struggle. Exactement. Bon, quoique Topin, je trouve que ses minutes ne sont pas si dégueu que ça. Et, objection sur Topin. Merci beaucoup. Je veux dire, c'est qu'il est mieux que l'année dernière, c'est pas faux. Mais que oui, Quickley, je trouve que ça, voilà, moi je ne vois pas encore le step-up. À nuancer. Alors en fait, Quickley, il y a un changement pour lui aussi. Est-ce qu'il joue arrière, est-ce qu'il joue meneur? Il y a eu un petit peu des deux, quoi. Il est utilisé en tant que meneur, oui. Voilà. Et puis un truc aussi, alors on en a parlé plus autour de la NBA sur d'autres joueurs, type James Harden ou Trae Young, mais les arbitres sifflent plus les fautes de la même façon. Et Quickley, il avait un jeu où il provoquait aussi pas mal de fautes, un peu de Whistler, George Marrett et tout. Ça marche plus maintenant. Donc il faut qu'il réinvente, on va dire, sa façon de produire du volume de points. Ça reste des flotteurs, ça reste des tirs à 3 points à longue distance, limite pris en première intention. Donc voilà, mais il a pu ce petit... Enfin, j'ai pas regardé les stats pour voir la comparaison entre le nombre de lancers qu'il faisait l'année dernière et ceux qu'il fait cette année, mais on le voit beaucoup moins sur la ligne parce qu'il provoque beaucoup moins de fautes. Oui, c'est vrai. Ça joue aussi... Alors, c'est valable pour toute la ligue, hein, pas plus pour Quickley que pour d'autres, mais lui subit, on va dire, aussi Damien Lillard. Damien Lillard. On peut peut-être demander à Damien Lillard en ce moment, d'ailleurs. Alors, on parlera de son trade à New York dans un prochain épisode. Mais... Ce qui est dingue aussi par rapport à tout ça, c'est qu'on a la Ligue a facilité la défense. Donc nous, notre point fort, c'est la défense. La Ligue facilite la défense et nous, on se prend des courants d'air comme on s'en est jamais pris. C'est ça qui est dingue. Le point fort sur le papier, parce que là, en ce début de saison, on joue l'attaque, on joue pas de la défense. Moi, j'ai l'impression, feeling, c'est un ressenti.
mais je me trompe peut-être et l'avenir le dira. Et puis j'ai le droit de me tromper. Mais j'ai l'impression que Tibbs, sur ce début de saison, il veut surtout, on va dire, monter en régime avec son équipe, trouver de meilleures solutions offensivement, quitte à sacrifier la défense, et en se disant, arriver en play-off, parce qu'on va essayer de retourner en play-off, à ce moment-là, on va monter le level en défense. Parce que ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a joué à fond dès le début défensivement, et parce qu'on n'avait pas beaucoup de solutions offensives, et arrivé en play-off, qu'est-ce que tu pouvais proposer de plus, d'intensité de plus? Bah rien. Et là, on a tapé dans le mur. Donc là, peut-être que la défense, elle est pas au point, mais se disant, ça me laisse du temps, on verra plus tard pour hausser le ton défensivement quand les matchs en jeu arriveront, quoi. Moi, c'est le feeling, l'impression que j'ai, en tout cas. Je suis complètement d'accord avec toi. Vas-y, Paulo. Je suis complètement d'accord avec Joanie sur ce point. Merci. On énormément critiqué l'année dernière notre capacité à step up, arriver en play-off et notamment offensivement. Tibbs était déjà critiqué alors qu'il est arrivé au club et il a remis l'église au milieu du village. Donc cette année, les critiques, ils les ont entendus, les dirigeants, et ils ont dit on va faire venir deux mecs qui apportent du spacing, qui apportent du shoot extérieur, et il va falloir les intégrer. Donc ça va prendre du temps parce que c'est pas en 15 matchs qu'on peut juger. Et je pense que peut-être pas au niveau des playoffs, parce qu'encore faudra-t-il qu'on se qualifie en playoffs. Cette conférence, elle est dense. Elle est dense. Costaud. Elle est vraiment très costaud cette année. Il y a des équipes qu'on n'attendait pas, mais il y a des équipes qui seront là et qui seront au rendez-vous jusqu'au play-in sans aucun doute. Donc, il va falloir bagarrer. Mais je pense que sur cette deuxième partie de championnat, donc dans les 30-35 derniers matchs, on va devoir, et de toute manière, ce sera ça ou ça passera pas. On va devoir monter en puissance au niveau défensif. On ne peut pas rester 22e défense de la Ligue. C'est pas possible. Aujourd'hui, on conteste pas assez les shoots extérieurs. Les pénétrations intérieures, c'est un peu léger quand même également. Donc, ça va travailler sur les 20-30 premiers matchs, à mon sens, également. Et ça va revenir sur les préceptes de coach Tibbs sur la deuxième partie de la saison pour trouver le juste équilibre qui nous manque actuellement. Moi, je suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 2 heures, vous prendrez la déclaration. Non, mais vous lirez la déclaration. Moi, j'ai sous les yeux de Tibbs. Il dit tout le contraire, entre guillemets, où il dit, vous savez ce qu'on dit quand en parlant de cohésion défensive et cohésion d'équipe, qu'il faut laisser du temps. Quand on fait 10 matchs, ils disent qu'il en faut 20. Quand on atteint les 20, ils disent qu'il en faut 30. Quand on en a 30, ils disent qu'il faut 40. Et au final, on se réveille tout ça en fin de saison. Donc tout ça, ce sont des conneries. C'est la phrase de Thibodeau. Donc je l'invente pas. Donc je pense que là, il est pas content. Je pense qu'il aura laissé peut-être quelques matchs au début, je suis d'accord avec vous. Mais là, je pense que ça fait quelques matchs qu'il a bien compris que ça allait pas et qu'il veut remettre ses bases et que c'est pas ce qu'il voit. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, hier, il y a une sanction et il l'a confirmé. C'est que lui, il sait très bien quelle est sa force. D'ailleurs, c'est un coach défensif. Et en ce moment, on regarde les matchs, c'est les minimums qui est fait. C'est pas du tout ce que lui aime et c'est pas du tout ce qu'on a vu en saison l'année passée. Qu'on mette en place un système offensif, ok. Mais je pense sincèrement que ce qu'il voit lui plaît pas. Ce ne soit pas ce qu'on aime ou ce qu'on... De toute façon, quand tu penses Knicks, tu penses défense. Hein. Voilà, ça a toujours été le cas. Et les années où on a donné plus pour l'attaque que pour la défense, ça nous a pas forcément réussi. Mais voilà, après, à voir aussi ce qu'il va nous proposer. Est-ce qu'il va ajuster son 5, tu vois? Parce que, c'est de la critique vis-à-vis de ces joueurs qui font pas le nécessaire. Bah vas-y, change-moi les joueurs. Moi, il y a des joueurs sur le banc... Tu vois, je pense à quand Quentin Grimes, là, le petit rookie. Alors, c'est pas lui qui va révolutionner le jeu des Knicks. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais est-ce que des fois, quand Evan est un peu en vrac, quand Alec Burks est pas forcément en réussite non plus, bah fais-le jouer. Au pire, il t'apportera rien, mais teste-le. Il se donne en défense, il apporte du shoot à 3 points. Il est pas tellement scouté parce que finalement on le voit peu, mais vas-y, fais-le jouer. Pareil, Mitch, Nerlens, Taj, aujourd'hui le plus vaillant, c'est pas Mitch, hein, c'est Nerlens et Taj. Hein. Donc, est-ce qu'il va ajuster? Parce que là, sur un match sanction type face aux Bucks, quand t'es à -20, que tu remets pas ton 5, admettons, t'envoies un message, une petite fessée et tout, et puis on va voir ce que ça va donner sur les prochains matchs. Ça se passe mieux à l'extérieur qu'à domicile, ça c'est couillon, mais c'est un fait. Et 2 victoires, hein. 2 victoires à la maison. Hein. La sanction, elle n'est pas comptée à la -20, elle est quand ils sont revenus à égalité. Que là, il peut prendre un temps mort, il peut mettre 1 ou 2, il peut remettre Julius, il peut mettre RG.
Là, Ouais. il laisse les mecs sur le banc et ils disent aux gars. Ça me choque pas aussi qu'il garde l'équipe qui était chaude, Oui, qui non, a mais- renversé le truc, qui la laisse finir, quoi. Ah, mais, Moi, ça... Oui, mais ça te choque pas, mais on sait comment est la NBA, politiquement, c'est aussi ça. Quand tu es à 3 minutes de la fin du match, que tu reviens à égalité, que ton franchise est sur le banc, que ton second meilleur joueur est sur le banc, que ton troisième aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Que tu changes pas les 5 mecs, mais que tu fasses peut-être rentrer Julius ou un autre, ok. Là, il envoie un signal, c'est mort. Surtout quand juste derrière, tu prends 2 poignées à 3 points. Tu peux faire un temps mort, faire quelque chose. Il a bien montré hier dans l'attitude et il le montre bien dans cette déclaration. Je pense quand même grandement qu'aujourd'hui. Qu'il soit insatisfait, ça se comprend parce qu'on est tous insatisfaits vis-à-vis de ce qu'on voit défensivement. Que dès qu'on fait un écart, qu'on prend 10-12 points, eh ben on se fait rattraper. Donc les Knicks font le yo-yo en permanence de match en match. Je te pose une question depuis le début de saison. Depuis le début de saison, à part le premier match qui était un match incroyable dans l'intensité, dans tout et tout. Et encore, Non, mais on n'était pas abouti, mais c'était une reprise. manque de perdre. Voilà, c'est autre chose, c'est l'euphorie et tout. Tu peux mettre ça là-dessus sur ce compte-là. Mais sur tous les matchs, quel match est abouti? Quel match est correct des Knicks? Il y en a pas. Oh, il y en a eu, moi franchement, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Il y en a eu des matchs aboutis, Julien. Franchement, après. Des matchs maîtrisés, non, il y en a. Enfin, moi, Maîtrisé, j'en il y ai en a pas. aucun, parce qu'à chaque fois, on se retrouve avec des plus 15 ou des plus 20 de notre côté et en face, au bout d'un moment, en troisième, ça revient. Ou alors, nous, on est à moins 20 et c'est nous qui revenons et qui allons chercher le match. Il n'y a pas un match où tu te dis je crois qu'il y en a eu un à Orlando où on leur a mis, fessé. Mais bon, voilà. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est le seul vrai gros match où on a eu ça. Tout le reste. Parce que même les Pels, quand on va jouer chez eux, Quand on va jouer chez eux, il y a Devontae Graham qui se remet en quatrième quart-temps et ça commence à devenir très chaud. Ils font des fautes à la fin sur Julius et on gagne. Mais sinon, il n'y a aucun match qui a abouti serein où tu te dis ça va. Même quand tu es à plus 20. C'est ça qui est ouf. Pas d'accord. Ouais, mais il y a même des matchs où on se fait certes rattraper sur la fin. Je te passe le micro après, Abdoul. Et c'est vrai, en plus, on t'a pas entendu depuis tout à l'heure. Non, il y a des matchs sur lesquels où effectivement on se fait un peu rattraper sur la fin, mais c'est pas pour autant qu'il y a eu grosse transpiration et qu'il y a eu désolidarisation de l'équipe. C'est tributaire aussi de la réussite de l'équipe en face, où effectivement, certes défensivement, on a quelques courants d'air, mais moi, il y a certains matchs, même si on s'est fait rattraper, où on a fait des runs. Non, j'étais vraiment plus excité de voir cette équipe jouer de manière différente et je suis curieux de voir où ça peut nous mener, parce que là où c'est vraiment beaucoup plus facile de faire un step-up, c'est au niveau de la défense, et c'est quelque chose sur lequel on avait nos certitudes. Alors là, on est frustré parce qu'on n'arrive pas à avoir la même intensité que la saison passée. Mais je garde espoir sur le fait que cette équipe a cette marge encore de progression sous le coude, que avec quelques ajustements au niveau des rotations, peut-être pas au niveau du 5, mais au niveau des rotations et des temps de jeu de chacun et des rôles de chacun, qu'on puisse vraiment trouver cette coordination-là pour vraiment mener tambour battant un run au niveau des matchs et se caler dans le top 5, top 6 de la conférence Est. Là, il y a quoi? Il y a un match de retard sur la première place, 1,5 match. C'est super dense. Voilà, donc moi je pense que oui, le coup de gueule était vraiment nécessaire de la part de Tom Thibodeau. Là, il fallait vraiment taper du poing sur la table, parce que laisser filer des matchs, et notamment à domicile, c'était complètement frustrant. Moi, il y a un match que j'ai trouvé totalement scandaleux, c'est la défaite face à Orlando, où on les tape. Celle-là, on a un calendrier qui est une autoroute pour ce début de saison. Et j'aime à dire la fameuse phrase qui est pris n'est plus à prendre. Ah, j'ai entendu ça. Voilà, tu obtiens 4 victoires, tu surfes un peu sur cette vibe où dès le premier match, ça part en double prolongation, donc l'équipe est dans une euphorie, et tu casses ça sur un total non-match face à une équipe qui est à la dérive. Oui, ça c'était la première alerte. Et là, Thibodeau, oui, là, pour lui, là, la manière dont s'est déroulé le match face à Milwaukee, il l'a pas du tout digéré. Donc ouais, moi j'ai quand même cet espoir pour ce petit step-up, notamment en défense. Donc parce que quand je vois l'attitude de Fournier notamment, tu sens que le gars, même si il n'est pas aussi fort qu'un Reggie Bullock en défense, tu sens que le mec est quand même impliqué à fond dans le projet, quoi. On savait
pertinemment que Fournier n'allait pas nous loquer tous les attaquants adverses, mais dans l'attitude, moi je le trouve vraiment dedans. Après, effectivement, la question vient au niveau de Kemba, mais après Kemba, qu'est-ce qu'on lui demande concrètement en fait? Non, mais moi, aujourd'hui, je pense que le poste 1 et le poste 5 qu'on a titulaire, ça va pas. C'est tout. Faut appeler un chat un chat. Ouais. Je te dis pas de mettre Derrick Rose, mais le problème est. Derrick Rose, c'est pas un gros défenseur non plus. Hein, C'est pour ça, je t'ai pas dit de mettre Derrick Rose. Je suis en train de te dire que juste Kemba aujourd'hui, il a mis quelques shoots importants contre 2-3 équipes et mis un petit peu, mais son rendement est beaucoup trop faible. Et Mitch, c'est pas bon. Il a les stats de voilà. Vous êtes en train de fumer Mitch depuis tout à l'heure, mais les gars. Mitch, Vas-y Abdoul, vas-y Abdoul. non, mais il est physiquement et moralement pas encore à 100%, hein, Mitch. Hein. Et alors pourquoi on le met titulaire? Il peut revenir en étant sur le banc et se remettre bien. Quand il sera à 100%, je serai d'accord avec C'est trop toi. tôt pour moi. Sérieusement, c'est trop tôt. Le mec, il est resté combien de temps hors jeu là? Donc on n'est pas titulaire, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, mais il faut s'y mesurer notre exigence. On en veut, effectivement, on veut que Mitch revienne parce que c'est un beau joueur et il est capable d'assurer autant en défense que de renforcer l'attaque. Il est capable de vraiment d'énormément de choses. Mais on ne peut pas être aussi exigeant avec Mitch qu'on l'est avec Julius, quoi. Il faut relativiser un peu. Moi, je pense que Mitch, il va revenir tranquillement et le coach, il l'a bien compris. Donc, il lui donne du jeu et puis, bon, bah, il faut équilibrer de temps en temps. Mais la seule chose dont il n'a pas envie, c'est que ce mec se blesse pour les 6 prochains mois, quoi. Il en a besoin pour la fin d'année. Ouais, et puis sur une fin de contrat aussi, donc c'est une saison charnière pour lui, mais il lui fait confiance parce qu'il le titularise quand il est disponible. Non, Après, est-ce qu'il donne satisfaction? Moi, je suis pas d'accord sur la satisfaction, clairement. Bon, moi, j'ai toujours émis un doute en fait sur Mitch Robinson, mais est-ce que cette année, il est, on va dire, l'ancrage défensif qu'on attend? Pas encore, mais je suis persuadé qu'il va le devenir. Je suis persuadé parce qu'il a compris l'exigence. J'ai envie de te croire, mais je suis pas sûr. Non, mais il est open, c'est un mec qui est intelligent. Il est capable de comprendre exactement ce qu'on attend de lui. C'est un gros doute, moi. Avant sa blessure, il montait potentiellement vraiment à un très haut niveau. Bon, il s'est blessé, là il faut qu'il revienne, le mental va se remettre en place, le mec il va y arriver. Moi j'en suis persuadé parce que il est capable, quoi, et j'y crois. Maintenant, il faut pas plus là, au bout d'un mois, lui demander d'être le joueur qu'on attend, alors ça fait 6 mois qu'il a pas joué, quoi. C'est compliqué. Et après, d'autant plus que tous nos attaquants ont eu des pépins depuis le début de la saison, c'est fou, quoi. Noël a été absent. Franchement, entre Mitch, Noël qui a eu du mal à faire son entrée. Noël a été très. Moi, je trouve que tu vois, justement, la différence avec Noël, c'est que Noël il est revenu sur un match. Le premier match était assez compliqué. Dès le deuxième match, son apport défensif, tu le vois. Je te parle même pas offensivement. Ni Mitch, ni Noël, je leur demande des choses offensives à la rigueur. On a assez de joueurs pour marquer des c'est vrai qu'il a eu un bel impact. Hein. Ouais. Et dès le départ, il a l'impact. Il prend du rebond, il fait quelque chose. Pas le premier match, ok, il a eu du mal. Okay. C'était contre les Bucks, c'est dans la victoire face aux Bucks chez eux. Il est impactant tout de suite, il montre des choses et depuis, à chaque fois qu'il est sur le terrain, pareil, Taj qui a 49 ans, le mec, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il apporte quelque chose, tu vois. Ou peut-être 102 ans, je sais plus. Bref, il met quelque chose. Mitch, il a ce côté nonchalant, il a ce côté, ok, il revient de blessure et tout, mais moi, il fait 27 minutes par match, le gars. Quand il est sur le terrain, aujourd'hui, pourtant j'ai de l'affection pour lui, tu vois, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous apporte concrètement? Et est-ce qu'il est intimidant en défense? Est-ce qu'il est impactant? Est-ce qu'il est l'énergizer qu'on aurait besoin? Il va mettre quelques contre tout de même. Après, son côté nonchalant, ça fait partie du personnage. Hein. Il reste le meilleur contreur de notre franchise et je pense qu'il en dissuade quand même quelques-uns qui pénètrent. Hein. C'est quand même le joueur qui fait danser, qui fait baisser le pourcentage de son adversaire direct le plus bas, quoi. Donc ça reste quand même une grande gêne, mais il y a tellement cette frustration que nous procure Mitch Robinson, parce que le gars, tu vois que potentiellement il a tout pour être vraiment le numéro 5 du futur des Knicks, et tu sens que ça tient sur des bouts de match et même pas encore sur de réels matchs aboutis. Donc la frustration elle est tout à fait là. Moi je comprends un peu ton point de vue, Juju, là-dessus, tu vois. Mais après, effectivement, une fois de plus, le début de saison, nous aide pas dans la gestion de nos intérieurs à pouvoir stabiliser nos gars pour qu'ils puissent effectuer des séries de 6-7 matchs sans pépin, quoi.
Qu'en penses quoi, toi, Paolo, de nos pivots? Moi, tu sais ce que je pense, Johanny, de Mitch. J'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur. Je pense que, à contrario de tout ce qu'on voit actuellement avec les intérieurs qui shootent constamment à 3 points, je pense que Thibodeau a toujours eu besoin d'un intérieur fort défensivement et Mitch a cette capacité à pouvoir l'être. Donc aujourd'hui, c'est 2 contres par match, voire par moment il peut taper 3-4 contres. Il y a aussi beaucoup de statistiques qu'on voit pas, qui sont pas inscrits sur une feuille de stats. La dissuasion qu'on peut avoir avec des pénétrations de joueurs adverses, on peut pas le mettre sur une feuille de statistiques. Et c'est la réalité, c'est que il est capable de dissuader beaucoup. Je pense que si on a Mitch Robinson sur la première phase de playoff face au Piaf d'Atlanta l'année dernière, à mon avis, le petit Trae Young, il aurait peut-être pas eu la possibilité de pouvoir mettre autant de flotteurs que ce qu'il nous a mis dans les dents. Donc je reste persuadé que ce joueur, il a quelque chose. Après, il peut pas défendre la ligne à 3 points. C'est ça le problème. En termes de mobilité, il est capable de le faire. Il nous a prouvé qu'il était capable de contrer des shoots extérieurs, mais il peut pas être des deux côtés. Donc aujourd'hui, c'est 27 minutes, c'est 8 points par match, c'est 8 rebonds, c'est 2 contres. On va pas avoir un pivot demain à 20 points 15 rebonds. Non, clairement pas. Après, c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Voilà, c'est pas ce qu'on lui demande. Je pense que Nerlens c'est pas encore revenu tout à fait. Ça manque de minutes. Il a été blessé. Taj, comme le dit Jus, avec ses 102 ans, le malheureux, il fait ce qu'il peut et en plus il le fait bien. Il le fait très bien. Moi, ce qui me gêne davantage aujourd'hui sur ce début de saison, c'est notre capacité à défendre cette fichue ligne à 3 points. On peut pas prendre 50% des shoots extérieurs sur le début de saison comme on le fait actuellement. Hier, on se fait martyriser par les Bucks qui terminent à 26 sur 50. Ça avait été le cas aussi face à Philly. Ça avait été le cas contre les Pacers. Attention. Contre Cleveland aussi. Ou Rubio. Cleveland. Oui. Rubio, il tape son record en carrière. Bon, c'est bien. On a connu des années où Jordan venait nous en mettre 50, Kobe 50. Maintenant, si c'est Rubio qui doit en mettre 50, bon, ça fait chier. Ça fait chier, quoi. Donc, je pense que les efforts sont pas là, malheureusement. Et la défense, c'est beaucoup d'efforts. Avant, je pense que tous ces joueurs, ils sont capables de défendre à un moment donné. Sauf que pour le moment, ils en ont pas réellement envie. Si on arrive à défendre cette fichue ligne à 3 points. À mon avis, dans les résultats, vu notre capacité à mettre des paniers, ça devrait se rééquilibrer. C'est équilibré très vite. Cette ligne à 3 points, c'est pas le pivot qui la défend. Et non, c'est pas Mitch qui va les défendre sur les shoots extérieurs. Donc c'est aux autres de faire le nécessaire pour, c'est au backcourt, voire aux alliés de faire le boulot pour. Rien que de lever les bras. Pour être plus dans la gêne, quoi. Dans la gêne, ce qu'on a fait l'année dernière, on était la meilleure défense contre les shoots extérieurs l'année dernière, ce qu'on n'est pas aujourd'hui. Il y a les bras, il y a la distance de marquage, comme on dit aussi. Exactement. Et souvent, on est en retard. Et très souvent, on est en retard. L'équipe l'année dernière avait besoin de prouver. Cette année, on sort d'une équipe qui a fait les playoffs, qui a envie de montrer d'autres choses et qui a envie de moins se faire violence. Ouais. Je suis désolé. Et Julius et RG, qui pourtant est pour moi le meilleur défenseur extérieur sur le début de saison, Evan aussi, Kemba aussi, les gars n'ont pas envie de se faire violence. Les attitudes, elles sont pas là. Les attitudes, c'est qu'ils soient à 1 mètre, 1 mètre et demi de leurs joueurs. Et si le mec dégaine vite, bon bah le shoot y est, et puis voilà. Et puis on essaie de repartir vite en attaque. Contre les Bucks hier, c'était flagrant, putain. Les gars, ils font pas le minimum, comme tu dis, c'est bien Paolo, ils lèvent même pas le bras. Ils font même pas semblant de faire semblant de défendre. C'est ouf. Ils font pas ce qu'ils doivent faire, ils font pas leur taf actuellement. Donc tant qu'on n'aura pas une équipe qui fera pas son taf défensivement, on y arrivera. Si on fait 7-5. Donc sur le bilan, on peut considérer que c'est pas trop mal, 55% de victoire. C'est un peu un bilan en faux semblant. C'est un peu un bilan en faux semblant qui laisse à la fois à juste titre se dire on a du temps, il n'y a pas d'urgence, et en même temps c'est vrai que si les bonnes dispositions des uns et des autres défensivement ne sont pas là, ils vont avoir du mal à les rattraper plus tard dans la saison. C'est bien que Tibbs ait tapé du poing sur la table, à voir comment que ça se concrétise sur les matchs à venir. J'ai peur qu'on fasse flipper tous nos auditeurs avec cet épisode. Ils vont dire putain ça y est c'est fini. Là, ils vont finir, ils vont louper les playoffs. Non mais. Est-ce qu'il y a une situation d'urgence? Je ne sais pas, mais il va être important de hausser le ton défensivement. Mais j'insiste vraiment sur l'importance de la prise de parole de Thibodeau. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et il faut qu'on l'invite. La prochaine fois. C'est la première fois vraiment que Thibodeau met en difficulté non seulement sur le terrain ses hommes de confiance
et également au niveau des médias. C'est la première fois qu'il le fait, les gars. Hein. Donc, il a C'est plutôt un toujours... gars qui couvre, c'est plutôt un gars qui va surprotéger. Exactement. Et tout. Et c'est pas, il a pas ciblé quelqu'un. Il a parlé de ses titulaires. Il a bien dit en gros qu'il fallait qu'il se réveille. Que ok, on peut expliquer le début de saison par le fait qu'il y ait des nouveaux apports et qu'il y a un truc, mais qu'à un moment donné, l'excuse elle dure 2-3 matchs, mais sur un début de saison, c'est bon. Faut arrêter, faut se réveiller. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et ça veut bien dire qu'il n'est pas content quand même. Il met ses joueurs face à leurs responsabilités. Voilà, il va falloir hausser le ton défensivement, quoi. Défensivement. Autant offensivement, ça peut rentrer, ça ne peut pas rentrer. Il faut faire circuler le ballon. Le ballon bouge plutôt bien quand même. Hein. Oui, par moment, Oui. Julius va faire des ISO, mais parce qu'en même temps, des fois, il se retrouve seul à pouvoir scorer. Hein. Ses compagnons mettent pas dedans, donc voilà. Mais c'est défensivement qu'on attend une réaction, quoi. On a néanmoins beaucoup de points positifs. Là. Il y a aussi beaucoup de points positifs. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Mais, Non, il y a chez les Knicks fans, il y a beaucoup de comment dire, comme souvent, on réagit avec excès. Hein. Ça y est, Kemba Walker, il est fini. Ça y est, Julius, il a pris son contrat, il va plus rien faire. Calmons-nous. Il y a une dizaine de matchs. Oui, la manière est pas satisfaisante et pas bonne. On retrouve pas ce qu'on a aimé la saison dernière. Les joueurs sont pas innocents. Hein. Ils sont lucides. Ils vont le voir. Ils sont mis face à leurs responsabilités. Ça va être intéressant de voir la suite. Cette deuxième dizaine de matchs là qu'on va entamer. Il va y avoir aussi plus de matchs à domicile. Donc là, il va y avoir une petite série intéressante à voir. Parce que mine de rien, on a joué des Sixers avec beaucoup d'absents, on a joué des Bucks diminués et tout. Non mais voilà, et on perd face à des équipes un peu pétées, Toronto, Cleveland et surtout Orlando. T'es dur parce que Cleveland marche plutôt pas trop mal en ce début de saison. Ah, Cleveland, c'est pas mal. Et Toronto, c'est l'une des équipes qui met le plus d'impact physique. Hein, oui, dans mais ça, pour moi, est au-dessus de Cleveland, sincèrement, sur nos prétentions. Je pense qu'on est quand même. Sur le papier, au départ, oui, on se voit au-dessus. Mais voilà, c'est des matchs qu'il faut essayer de te rassurer parce qu'il y a des équipes qu'on va prendre, des Miami, des Utah, des Denver, des trucs comme ça qui vont arriver, qui vont être aussi des gros matchs. Je sais qu'on va avoir un caractère face à ces équipes. Mais si tu mets toute ton énergie sur ces matchs et à chaque fois tu es en décompression face à l'autre et que tu dis bah c'est pas grave, parce que moi ce que je reproche à cette équipe c'est l'attitude. C'est pas encore une fois les défaites, c'est l'attitude. Et j'en ai déjà parlé, contre Orlando, contre Cleveland et contre Toronto, ce qui m'a choqué moi, c'est de se dire que quand tu es là et que tu avais l'impression que tu étais à moins 10, mais que les gars étaient sur leur force en se disant c'est pas grave, on va faire un run, on va coller. On va faire un run, on va coller. Mais le run il arrive jamais, ou il arrive trop tard. Et ça, c'est pas normal que tu te dis. Ou t'arrives pas à l'imposer ce run-là parce que même si tu fais des exploits offensifs, t'arrives pas à maîtriser l'attaque adverse, quoi. Ouais, parce que t'as pas le stop qui fait qu'à ce moment-là, bah il y en a un de l'équipe qui a mis un stop et qui a redonné un peu d'énergie ou quoi que ce soit. Et du coup, on joue avec une certaine assurance qu'on ne mérite pas encore. On n'a rien fait. Oui, l'année dernière, on était en play-off. Oui, ça fait du tout et tout. Mais on n'a rien fait encore. On n'est pas champion NBA. On n'est pas non plus. Oui, et puis à chaque saison, tu repars à zéro. Hein, On n'a pas des certitudes non plus de fou qui fassent dire que bon, les gars, c'est pas grave, viennent nous en coller 10. Bon, bah, on va faire 2 runs, c'est reparti. Et moi, c'est ça que j'aime pas voir dans cette équipe. Il y a un peu de suffisance. Ouais. La suffisance est pas agréable à voir. Et surtout, on la mérite pas. Faut se réveiller. On n'est pas un bilan extraordinaire. Et en plus, ce gâchis, alors que comme l'a dit Laurent, ce qui est pris n'est plus à prendre. Là, avec le calendrier qu'on a eu, avec les matchs, avec l'avantage qu'on a eu d'avoir des équipes qui sont décimées par les blessures et tout, non mais on aurait pu prendre plus. Mais si dans 2 mois, 3 mois, on se retrouve à la 8e, 9e place et que ça nous coûte un tour de play-off parce qu'on fait le play-in ou quoi que ce soit, ouais, là, on va peut-être être content. Et je pense que le coach, il doit être dans le même état d'esprit. Ça va vite en NBA. Je le souhaite pas, mais si on a un blessé sur une période difficile, on fait comment ? Là, il y a des dans une saison, soit tu n'as aucune ambition comme on jouait les autres saisons et là tu te dis bah c'est pas grave, Verti a ses minutes et tout, soit tu as des ambitions de faire aussi bien que l'année dernière ou mieux. Non mais cette année il y a de l'ambition, faut pas se voiler non plus. Le but est de retourner en play-off et si possible de passer un tour. C'est clairement ça. Donc, Justement, il faut se mettre en mode toute la saison. Là, il y a des équipes qui montrent Miami, franchement, leur caractère, leur façon de jouer, je suis pas fan. Tu vois quelque chose. Ils ressortent. Même Washington essaye de se mettre en roue. Il y a des surprises, il y a des bonnes surprises pour l'instant. Il y a des équipes qui jouent. T'as pas mal d'équipes qui commencent à avoir des certitudes, des choses et tout. Nous, aujourd'hui, les Knicks, moi, je vais vous demander tout simplement, c'est quoi notre style de jeu, c'est quoi notre façon, c'est quoi nos certitudes. On se cherche encore. On se cherche encore entre de la défense forte qu'on imposait la saison dernière
et cette année où on veut canarder à 3 points parce qu'on a plus de solutions offensives. L'équipe se cherche pour moi, et c'est du coup cette irrégularité qu'on retrouve, cette place dans le ventre mou, mais en même temps, la conférence Est est assez dense, hein, entre le premier et le 9e, là, voilà. Bon, on verra, mais attention aussi de pas paniquer trop vite, attention de pas se voir plus beau que ce qu'on va faire, que ce qu'on voudrait faire. Il y a de nouveaux joueurs, faut le temps d'arriver à les intégrer, il faut le temps de retrouver cette identité défensive qu'on a perdu parce qu'on a perdu certains joueurs, hein. On les aime pas, Elfrid Payton, il était détesté de tout le monde. La seule chose qu'ils arrivaient à peu près bien faire, c'était de défendre. Bon, là, du coup, on a mis un Kemba Walker, la seule chose qu'il sait pas trop faire, c'est de défendre. Forcément, ça déséquilibre la chose. Moi, après, j'ai une question plus à vous poser. On a beaucoup parlé des joueurs, normal. Est-ce que vous pensez que le coaching de Thibodeau, il est au niveau, il s'ajuste? Vous le trouvez comment, ce début de saison? Pour moi, il tâte en fait. Et ça revient à ce que j'avais dit au tout début. Pour moi, il tâte. Là, de voir l'équipe autant cavaler, c'est une surprise. Et de voir Thibodeau assez serein à ce niveau-là, pareil, ça me surprend beaucoup. Et je trouve que il laisse un peu le laboratoire comme ça, un peu à ciel ouvert, quoi. Je le sens pas maîtriser totalement toutes ces rotations comme l'année dernière où c'était très très huilé en fait. Et pourtant, la hiérarchie est quand même assez lisible, mais quand les joueurs passent à travers, il reste encore une fois fidèle à ses rotations. Bah, c'est ça. Moi, c'est dans les ajustements. Pour moi, c'est un peu un labo là. Ouais, pour moi, il tâtonne encore en fait. Je suis pas sûr. Là, franchement, après, quand t'as un Derrick Rose aussi qui te pousse dans la réflexion en disant est-ce que lui, je le pousse dans les minutes ou pas, est-ce bien raisonnable ou pas, est-ce que Kemba, qui pourtant sur certaines séquences nous soulage énormément, est-ce que je le flingue ou pas, est-ce que je flingue Fournier ou pas? Il y a beaucoup de matchs où Fournier scotché le banc. Voilà, il regarde gentiment les 2 dernières minutes sur le banc, quoi. Donc il y a aussi des messages comme ça que t'envoies aux mecs que t'intègres, et bon, ouais, je sens le petit côté labo et tatillon de notre coach, et c'est pour ça qu'il est sorti de ses gonds lors du dernier match. C'était le match de trop, évidemment. Donc là, je pense que là, pour le match face à Charlotte, on va le renvoyer. Voilà. Je pense que du camp d'entraînement d'Enix, du côté de Westchester, les murs doivent être bien trempés. Et ils doivent bien vibrer aussi, hein, je pense. Ouais, oui, donc du coup, forcément, on attend une réaction, et à voir s'il y a des ajustements au niveau des rotations, au niveau du starting five. Hein. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on gère les minutes de Kemba et on gère les minutes de Derrick Rose, même si aujourd'hui, Derrick Rose donne plus de sécurité. Moi, des fois, en fin de match, j'aurais envie de voir Derrick Rose et plutôt Kemba sur le banc, et finalement non, il remet son starting five, alors que Kemba donne pas plus de garantie. Oui, il peut canarder à 3 points quand il est dans les bons jours, mais c'est pas si souvent que ça, quoi. Donc ouais, mais en même temps, il a besoin de préparer son équipe pour la deuxième phase. Pour la suite. D'ailleurs, là, s'il les met pas en condition maintenant, s'il leur met pas le niveau d'exigence tout de suite, il va le faire quand? Il va pas le faire au mois de janvier. Donc les coups de gueule, c'est maintenant. Donc oui, effectivement, il a poussé un gros coup de gueule, machin, mais en aucun cas, il a retiré sa confiance à cette équipe-là. Donc c'est toujours le même 5 qu'on va voir, c'est toujours la même rotation qu'on verra, parce que c'est ça dont il a besoin en fin d'année, là, en fin de saison, quand les mecs vont devoir se tordre les pattes là, pour aller chercher les paniers, c'est ces mecs-là qui comptent. S'ils ne les préparent pas mentalement et physiquement aux playoffs, ça va être un gros bide. Hein. Ouais, je suis d'accord avec moi, j'ai le sentiment qu'il a sonné la fin de la récré. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parlais tout à l'heure de labo là, c'est que il a laissé Evan et Kemba s'installer dans l'équipe, s'intégrer dans l'équipe, assimiler le système offensif, se baser également sur eux pour mettre en place un rythme un peu plus élevé, leur faire totale confiance. Sauf que là, les carences trop défensives et le manque de régularité fait que il leur a fait comprendre que les gars, vous êtes arrivés, mais vous n'avez pas de statut particulier, quoi. Ce qu'il a dit était clair, c'est que il faut laisser du temps, effectivement, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Et c'est ce qu'il a expliqué. Voilà.
il aurait pu le faire en douceur, mais quand on regarde les matchs précédents, je pense que dans les vestiaires, il a dû quand même bien leur brailler dessus, quoi. Donc hier... Surtout qu'il n'y a plus de masque, il n'y a plus de masque maintenant. Donc. Ah ouais, mais hier, le gros coup de poing qu'il a mis hier, c'était pour montrer à tout le monde, donc les joueurs et le staff compris, qu'il avait effectivement sonné la fin de la récré, qu'il en avait ras-le-bol, quoi. Que maintenant, on veut passer à l'étape 2, c'est-à-dire une équipe stable. Voilà. Et puis c'est aussi politique, on est à New York, n'oubliez pas qu'on a des gros médias et tout. S'il est, Ah tout oui, c'est vrai. Il faut faire des annonces en disant oui, moi aussi j'ai vu que c'était le bordel et tout. Parce que Thib, pour le coup, moi je l'ai pas trouvé irréprochable non plus depuis le début de saison. Non, c'est ça. Sur certains sur certains matchs où tu prends des vagues, même au-delà de faire des rotations différentes. T'as pas l'impression qu'il y ait une réaction, un ajustement. Les temps morts ils sortent pas, ils gueulent pas. Et tout, moi il y a des fois où on s'est pris des plus 9, plus 12 à 3 points de l'autre côté et je me dis bah prends le temps mort maintenant, non, bon, remise en jeu et tout. J'ai l'impression qu'il laisse tout son influx sur l'arbitrage en fait, qu'il en oublie de coacher les mecs en fait. alors que le mec était réputé pour être pas aussi hardcore que Popovic, mais qu'au bout de 2 minutes ou 30 secondes, s'il y a un truc qui va pas, je prends un temps mort tout de suite, tu vois. Genre, les gars, il était capable de faire ça, il l'a déjà fait l'année dernière, il l'a fait à Chicago. Genre, tout de suite, il ça va pas, je prends un temps. Mais là, ultra confiance, peut-être un peu trop en ses joueurs, et disant, bon, on va laisser le rythme s'installer et tout. Et sur les 3e, 4e cartons, moi j'ai été souvent effaré de me dire, putain, il prend même pas de temps mort là. On est en train de se prendre un moins 10. Arrête tout de suite. Déjà, un moins 6, il arrête et je leur dis, vous faites quoi? Tu vois? Et là, je l'ai trouvé, bon, maintenant il sort de ces gonds là et tout. Mais il n'est pas irréprochable non plus. On a dit ce qu'on pensait sur le roster. Mais Thib aussi, pour l'instant, est pas forcément super bon dans son coaching. C'est une saison où le plus dur c'est de confirmer. Donc on a vu de belles choses l'année dernière. L'équipe est légèrement différente. On change un peu de style. Il va falloir confirmer. Après avec Thibodeau, c'est un coach exigeant et l'année dernière ça a adhéré. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y a toujours une cohésion du groupe avec le coach. Mais la saison 2, elle est toujours plus compliquée parce que tu demandes des efforts aux joueurs et tout. Et ouais, c'est. Et puis on est attendu différemment que l'année dernière. Ou l'année dernière. Forcément. L'année dernière, c'était on va encore jouer Phoenix, on va les taper, facile. L'effet de surprise est plus là, et puis en plus... Oui, l'effet de surprise. Bon, après, même si l'effet de surprise, au bout de 70 matchs, la surprise, elle a quand même un peu été dissipée, mais il va falloir que lui aussi en prenne une part de responsabilité, qu'il prenne aussi des décisions d'ajuster son roster en fonction, peut-être rééquilibrer différemment, quoi. Mettre des joueurs un peu plus défensifs. Chose qu'il a pourtant fait en fin d'année, hein. Il n'a pas hésité à complètement restructurer son équipe, hein. Donc non, là je suis assez surpris de voir pas mal de matchs où effectivement tu sens qu'au niveau de la dérive on est plus en réaction que dans la réelle intention de vouloir contrôler ce match-là dans la gestion des mecs en forme en fait. Donc voilà, c'est ce côté-là moi qui me laisse un peu dubitatif. Ouais. Bon, l'heure n'est pas à la panique, hein. Rassurez-vous quand même, les Knicks sont encore en positif, sont encore dans le play-in. On est qu'au tout début de la saison, il peut se passer encore énormément de choses. On peut faire un petit run de 4-5 victoires et tout de suite, on respirera beaucoup mieux. C'est pas une question de panique ou quoi que ce soit, c'est juste une question que justement, cette année, on a des attentes et ça fait du bien aussi d'être exigeant avec son équipe. Si c'était une saison comme on a connu, on se dit bon, de toute façon, voilà. Non, cette année, on a une belle équipe, on a des bonnes choses, on a vu des choses positives. Mais tu peux aussi être exigeant en te disant malgré tout ça, les gars, ça serait bien de faire. Non, mais bien sûr. Mais attention, on joue pas plus le titre. On n'est pas comme Atlanta qui jouait le titre et qui voilà. Mais au-delà de ça, tu peux analyser les choses et te dire que ce qu'on voit par rapport aux promesses, par rapport à l'année dernière, c'est pas aussi bien que ce que ça devrait l'être. Ah, on est d'accord. Là, moi, c'est même pas. Je parle même pas de bilan, comme je te l'ai dit. Moi, le bilan, c'est pas maintenant, c'est encore juste. Tu peux faire un run ou quoi que ce soit, tu peux avoir un calendrier, ça n'a rien à voir. C'est dans l'attitude et dans le déroulé des matchs. Dans la manière, c'est pas forcément assez cohérent, c'est pas forcément assez rassurant. Et si à chaque fois tu te dis faut jeter la pièce en l'air et que ça va encore se jouer dans les 20, et Chicago, si DeRozan, si c'est pas DeRozan qui est là-bas et que c'est un vrai joueur en face, tu vois ce que je veux dire, c'est gratuit. Mais voilà. Ils sont quand même numéro 1-2 de la conf. Donc, ouais, mais on a eu très chaud. On gagne chez eux, on a eu très chaud. Non, mais ce match-là, un match pareil qu'on gagne en ouverture contre les Celtics, on le perd. Bon, voilà, on n'a pas tout de suite le même bilan et on réagit encore moins de la même façon. Clairement, la manière est pas là. C'est là où il va falloir faire mieux. Peut mieux faire, mes amis Knickerbocker. Peut mieux faire.
Bah en tout cas, Johanny, on parle pas de bilan certes, mais on va parler un petit peu quand même. Mais parlons à défaut du calendrier. Là, les gars, là, il y a une série de 5 matchs là qui nous attendent. Enfin, 4 matchs la semaine prochaine, parce que je vais compter celui de Charlotte là qui arrive en fin de semaine. Donc on a du Charlotte, on a Indiana, on a Orlando. Alors Houston. Indiana et Orlando, c'est à domicile, hein. Houston encore à domicile, donc on a une série de 3 matchs à domicile et ça joue après pour finir la semaine prochaine à l'extérieur à Chicago. Donc sur ces 5 matchs les gars, très rapidement, c'est combien de victoires, combien de défaites? On n'en parle plus. Bah, on va commencer par Johanny 5-0, tu te lances, tu vois le 5-0. Là je suis dans l'excès, on est d'accord, mais ouais 5-0 feu, voilà, faut envoyer un message. Allez. 5-0. Ok, Paolo, pour toi. Pour moi, le calendrier, je pense qu'il faut qu'on soit en positif. Maintenant, un 3-2, voire un 4-1 serait très bien. Ouais. Charlotte, 4-1, je signe. C'est jouable. Orlando, ça doit passer sans souci. Houston également. Après, se déplacer au United Center, ça va pas être une mince affaire. Allez, 4-1 si tout va bien. Ok, c'est noté. Pour toi, Abdoul? 4-1. 4-1. Toujours super positif. Moi, j'aime bien mettre des ratonnades à tout le monde là, mais Attends, moi je suis encore plus positif que toi. on va se garder une petite marge de faiblesse et je mets à 4-1. Ouais, c'est 4-1, ça me paraît tout à fait jouable. Et Juju pour toi? Bah moi je suis réaliste, 3-2. 3-2. Ouais, moi je vois le 3-2 hein, aussi malheureusement. Le cœur me dit 4-1, la raison 3-2. Ouais, je le sens. Bilan positif, ça reste un bilan positif. Il y a des matchs. Ça reste un bilan positif, mais quand je le laxisme dont peut faire preuve l'équipe, notamment au troisième quart-temps. Enfin non, quoique non, cette année le troisième quart-temps c'est pas les pires, c'est les quatrièmes quart-temps qui sont redoutables. Ouais, ça dépend. Exactement, c'est le quatrième d'ailleurs. Ouais, c'est le quatrième qui est redoutable. Mais non, mais voilà, Indiana me fait un peu flipper parce qu'à tout moment, c'est le genre d'équipe où on a du mal vraiment contre eux. Et ouais, Chicago, ça sent le petit retour de bâton là parce qu'on les a bien chatouillés la dernière fois et ça peut nous faire la même réaction. On va confirmer. Aller les taper chez eux, voilà. Bon, allez, un conseil quand même, j'ai dit 5-0, amis parieurs, Parions Sport, Winamax ou je sais pas quoi. Suivez pas mon conseil, vous risquez de perdre de l'argent. Mais Après, on verra aussi ce qu'a dit Thibaudot a porté ses fruits, hein, tu vois, sur ce genre de match. Oui. On peut avoir de belles surprises. Hein. Mais messieurs, de toute façon, on aura le temps de revenir ensemble là, sur sur les prochains bilans. Mais en tout cas, on est vraiment excités à l'idée de pouvoir se remettre en selle déjà. Alors, oui, on vous a fait part un peu de nos zones d'ombre et de nos doutes, mais ce qui est tout à fait légitime quand on est supporter comme nous, hein, on veut le meilleur pour l'équipe et voilà, on veut que l'équipe puisse se maintenir dans le haut du tableau. Mais après, à côté de ça, justement, pour relayer cette actu Knicks, on va parler un petit peu de l'actu KNF, Johanny, là, je te tends la perche. Il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses. On a lancé pas mal de choses. Alors déjà, la première chose, on l'a annoncé sur nos différents réseaux. Alors déjà, je tenais déjà au passage à remercier tous ceux qui nous suivent sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, pour le coup. Oui, voilà. Et là, YouTube, du coup, mais qu'est-ce qui se passe, Johanny? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il cette année? KNF a lancé KNF TV. Alors, on était déjà un peu présent sur YouTube, hein. C'est pas non plus une toute nouvelle chaîne, mais on y met vraiment du contenu de façon régulière. J'espère du contenu de qualité, ça sera à vous de nous dire. Il y a au moins 2 rendez-vous par semaine. Un rendez-vous le lundi où on parle de la semaine passée et de la semaine à venir. C'est un petit programme, vous savez qu'on est des bavards, hein. Ça s'appelle Have a Knicks Week, tout simplement, où on débrief de tout ce qui peut faire l'actualité Knicks. Donc ça, c'est les rendez-vous de tous les lundis soirs, 18h30, une nouvelle vidéo, et on essaye de vous faire passer un bon moment où on parle de l'actualité. Et puis, l'histoire des Knicks, elle s'écrit au présent, mais elle s'écrit aussi au passé, elle s'écrit bien sûr au futur. Et quand on aime les Knicks, on aime l'histoire, hein, forcément. On est un peu souvent nostalgique de certaines périodes. Il y a eu des réussites, mais pas que. Et on revient dessus, justement, dans cette histoire des Knicks, sous différents volets de contenu. Donc vous avez déjà découvert ce qu'on appelle des séries documentaires Knicks Story, où il y a déjà eu 2 épisodes de publiés, de partagés. Le premier sur la légende des Knicks,
Wal Frazier. Il fallait bien commencer par quelqu'un, et qui de mieux que la voix, le style, le champion, le double champion, le Hall of Famer, le NBA 75, Monsieur Wal Frazier. Donc ça, c'est Wal Frazier qui a fait l'honneur de notre premier épisode. Et puis, épisode numéro 2, on reste sur le même poste de meneur, mais une histoire un petit peu différente avec la story de Stephen Marbury, un gars de New York aussi. Hein. Voilà, est-ce qu'il faut y voir des similitudes avec Kemba Walker? L'avenir le dira, mais un joueur de New York qui a joué aux Knicks, et c'est une histoire qui a été rocambolesque, on va dire. Et voilà, donc ça, c'est encore disponible sur KNF TV. Il n'y a pas que des Knicks Story, on a également publié un contenu qui s'appelle Top and Flop, avec les meilleurs shooters à 3 points de l'histoire des Knicks, avec en voix off notre ami Abdul. La voix suave et sensuelle. Voilà, qui va revenir prochainement pour un autre top 10 dont on ne vous dévoile pas pour l'instant le contenu, mais ça arrive très bientôt. Rien, pas de leaks, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a eu comme contenu? J'en oublie d'autres. Ce soir, enfin à l'heure où on enregistre, on va avoir un contenu qui va s'appeler We Got Game, où on raconte l'histoire d'un match. Et en l'occurrence, le match record des 62 points au Garden de Carmelo Anthony. Donc vous voyez, on essaye d'alterner différentes époques, différents joueurs, des joueurs plus ou moins populaires, des moments plus ou moins joyeux de l'histoire des Knicks. Donc voilà, vous allez avoir des rendez-vous comme ça assez régulièrement, et en principe tous les jeudis sur KNF TV, pour agrémenter la passion Knicks qui ne s'arrête jamais, hein, qui ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est KNF TV sur YouTube. Cherchez Knicks Nation France, KNF TV. Alors je crois qu'il y a une autre chaîne un peu bizarre, KNF TV, mais bon, vous allez repérer assez vite les contenus dont on vous parle. Il y a des logos qui ne sont pas trompeurs. Voilà. Une identité visuelle. L'actu KNF, c'était évidemment le premier événement de la saison, le fameux One Ball qui a rassemblé plus d'une trentaine de personnes dans un complexe qu'on apprécie très particulièrement, un complexe de qualité. Et voilà, c'était un super moment. Je sais pas comment vous l'avez vécu, messieurs. Julien, là, tu étais parmi nous, Abdul aussi. Toujours un plaisir de venir. C'est toujours un kiff, hein. C'est toujours un kiff de revoir toute la famille KNF et fans de Knicks depuis tout ce temps là qu'on a passé hors des terrains, et on n'a pas pu se réunir d'aucune manière que ce soit. Et là vraiment c'était l'apothéose, quoi. Puis on attendait tout ça, les potes ont couru pour venir jouer avec nous. Et voilà, c'était vraiment un gros kiff. Et merci en tout cas à tous ceux qui se sont déplacés. Et merci à tous ceux qui ont participé à ce bel événement. On a vraiment kiffé, quoi. Il va y en avoir d'autres des événements, j'imagine, Laurent. Eh oui, parce que là, attendez, parce que là, le calendrier avance et forcément, on nous repose la question. À quand les viewings? Messieurs, à très bientôt. À très bientôt, les viewings. Déjà, on est super heureux de pouvoir vous recroiser enfin sur des événements, entre guillemets, en physique. C'était vraiment notre part de frustration durant toute l'année précédente, et l'essence même de notre association, c'est de monter ce genre d'événement-là. Et là, pour le coup, il y a une petite date à noter sur votre agenda. Là, c'est le samedi 4 décembre. Le samedi 4 décembre, voilà, ce sera notre... Attends. Un samedi? Un samedi, mais c'est parfait ça, un samedi, parce que j'entends des gens des fois dire ouais le dimanche, hein. Bah non, bah là c'est le samedi. Voilà, bah venez voir. Voilà. Et c'est à quelle heure du coup, Laurent? Écoute, le rendez-vous il est à 18h30, ou allez on va dire même 18h, hein, parce que le match débutera à 19h. Et par contre les gars, attention, hein. Alors non content d'avoir un rendez-vous assez tôt sur un samedi, ce qui est totalement exceptionnel, et ce sera notre première viewing, hein, sur ce format-là. Nous avons step up dans l'adresse. Oh là Donc, là. là pour le coup, les habitués du canon, messieurs, non, ce ne sera plus au canon. Là, on va vraiment dans un des plus beaux sports bars de Paris, de la capitale, et on se retrouvera donc tous au Balrog Café, qui se situe métro Grand Boulevard, donc en plein cœur de Paris. Changement de décor, et voilà, on a vraiment hâte de vous accueillir ce samedi 4 décembre. On aura l'occasion de communiquer sur le sujet via les différents réseaux. Mais en tout cas, voilà, restez connectés. Tout repart. Il y aura peut-être d'autres événements qu'on annoncera, mais bon, voilà, on reste mesuré. Mais non, c'est avec un grand plaisir que l'on relance ces fameuses viewing parties, voilà, qui nous procurent tant d'émotions.
Oh oui, on vous attendra nombreux sur cet événement. Alors tous les détails seront communiqués très prochainement sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, tout ça. Il n'y a pas de raison que vous suiviez le podcast sans savoir où retrouver ces informations. Donc là-dessus, on vous fait confiance. Et puis on vous attendra nombreux dans ce nouvel endroit, de cette nouvelle adresse, qui est franchement un lieu super sympa. Donc on a hâte de pouvoir revenir mettre l'ambiance autour de Magenix. Et puis on l'a vu, hein, les Magenix, c'est toujours des moments où on vibre, où on a différentes émotions. Donc 48 minutes, c'est certain qu'on va passer un bon moment pendant un Magenix, à des horaires en plus tout à fait raisonnables, un samedi, donc c'est parfait pour commencer le week-end et passer un bon moment entre Knicks fans. Donc là-dessus, voilà, faites passer le message autour de vous, relayez ça, venez accompagner, mettez les tenues qui vont bien. Si vous êtes fan de l'équipe adverse, alors on l'a pas dit, l'équipe adverse c'est qui ce 4 décembre? Je crois que c'est notre ami le puncher Nikola Jokic. Donc si vous voulez venir avec des Serbes, des Yougos, tout ce que vous voulez, des frères, des sœurs, n'hésitez pas. Mais ouais, ça va faire une belle affiche. Hein. Knicks Nuggets, c'est plutôt pas mal quand même comme match. Hein. Et puis on le rappelle pour ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité d'assister à une viewing avec nous que l'entrée est totalement gratuite, bien évidemment. Vous êtes tous la bienvenue. Aucune raison de pas venir alors. Aucune raison de pas venir. Voilà, donc notez bien ça dans votre agenda. En tout cas, messieurs, il y a pas mal de belles perspectives. Je vais en profiter pour faire un dernier tour de table pour que chacun puisse donner son mot de la fin. Donc, je sais pas qui veut se lancer. On va commencer par notre invité du jour. Paolo, le petit mot de la fin pour toi. Je vais vous dire déjà merci parce que ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous et plaisir de revenir, bien entendu. Let's go Knicks, parce que de toute manière, s'il n'y a que ça, let's go Knicks. Parfait. Abdou, le petit mot de la fin pour toi. Fan d'un jour, fan toujours. Voilà. Et on a toujours ça dans le sang. Là, c'est un vrai bonheur de relancer un petit peu l'activité de l'assaut. On attendait ça avec impatience et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est un vrai kiff. Donc, continuez à nous suivre sur les différents réseaux. On veut faire vivre là maintenant le KNF TV, donc on vous attend nombreux, vous likez, vous appuyez sur le pouce, et si vous aimez pas, vous passez quoi, c'est tout. Il y a des gens qui aiment pas, des rageux, il y a toujours des haters, c'est terrible. Et t'as oublié l'histoire de la cloche aussi apparemment c'est important dans YouTube. C'est très important, merci Louis, je voulais le rappeler, la cloche. Donc pensez à appuyer sur la cloche. Comme ça, vous serez alerté de tous les nouveaux contenus de l'assaut sur YouTube. Quoi. Et c'est vachement important. Et puis si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas non plus. Voilà, on essaye de vous proposer des choses. On a quelques idées, on a pas mal de choses à raconter, à montrer. Mais toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Donc n'hésitez surtout pas à nous en faire part, nous faire vos retours sur les différents contenus qu'on propose. On essaye d'être présent un peu partout. Alors on m'a dit, vous n'êtes pas sur TikTok? Bah non, on n'est pas sur TikTok. On verra. On va pas tarder. Je crois que Julien est en train de préparer ses combinaisons et tout. Julien, un secret danseur, prépare des trucs. Mais bon, on vous dit pas tout pour l'instant. On préfère vous garder un peu la surprise pour plus tard. Mais peut-être que Julien va prendre la parole et va nous donner des pistes. Le mot de la fin pour toi, Juju. Oh écoutez, kiffons, apprécions cette belle saison, cette belle défense. Voilà, non. Moi, je suis heureux d'avoir. Tu veux parler de TikTok? L'équipe, je m'occuperai du TikTok, je ferai une chorégraphie quand on aura atteint la première place de la saison régulière. Mais non, Typhon, sur YouTube, merci à tous ceux qui regardent, merci aussi à Joanie pour le boulot de monteur aussi et des affiches qu'il prépare, parce que c'est quand même lui qui s'en occupe, donc je tiens à le remercier aussi. Merci à tous les gars pour l'investissement. Et puis voilà, j'espère qu'on se verra tous au Balrock, c'est ça le Balrock. Voilà. C'est important de rappeler le Balrock le 4 décembre à 18h, 18h30. Enfin, vous venez nombreux. Venez nombreux avec des t-shirts Maurice, ça fera plaisir. Oui, si vous avez le jersey de le frère Maurice, n'hésitez pas, ça peut être dans l'histoire. Non, mais ça fait plaisir à créer, on est content que les événements reviennent. Faites toujours attention quand même de Covid, car on n'a pas envie que ça s'arrête, justement, tout ça. Et puis, portez-vous bien.
Et puis c'est déjà pas mal, Oui. Merci beaucoup. Johanny, du coup? Ah là, bah du coup je suis super hypé maintenant, c'est malin. Autant on a eu un épisode un peu critique, mais parce que on aime notre équipe, donc on a envie de la voir briller, on a envie qu'elle nous procure du jeu comme on l'aime. Mais quoi qu'il arrive, on sera là pour la supporter, pour la regarder, pour vibrer dans cette saison, dans ces rencontres. Les événements arrivent, c'est cool. On n'a pas tout dit non plus. Je sais que j'ai souvent des questions, mais on reviendra vers vous sur tout un tas de choses autour de ce que propose l'association et va continuer de proposer l'association. Donc des rendez-vous, on va en avoir un paquet. On vous attend et je pense qu'on va passer une vraie belle saison. Donc soyez avec nous et voilà. Et let's go Knicks, hein. Et puis Bing Bong aussi, pourquoi pas, hein. Voilà. Bon, en tout cas, un grand merci à toutes et à tous déjà de nous suivre, de nous donner cette force au quotidien, c'est très important. Notre association est à l'image un peu de l'équipe cette saison. Il y a beaucoup de nouveautés, donc beaucoup de choses qui se mettent en place et on a hâte également qu'on puisse concrétiser tout ce qu'on a en tête. Pas mal de projets évidemment. Ça s'est matérialisé par la reprise du One Ball où c'était vraiment un moment qui était vraiment attendu et très apprécié. On a vu aussi de nouveaux visages et on les salue d'ailleurs. Hâte de pouvoir reprendre également les viewings où là face aux Nuggets, à défaut d'un Meo Jokic, si vous avez une boîte de neuf, je suis preneur. Et sinon oui, les nouveaux médias et notamment YouTube où là franchement le contenu il est vraiment en toute objectivité, hein, il est vraiment s'envoyer des fleurs, mais moi je connais pas une chaîne sur une équipe comme ça, quoi, en français. Je connais pas. Il y a du vrai travail de fond. Johanny, d'ailleurs, force à toi, force aussi à tous ceux qui participent à cette nouvelle aventure de youtubeur pour le coup. Et bon vent la KNF. L'association reste votre association. Et puis sur ce, messieurs, comme on dit chaque semaine ou chaque podcast, Knicks un jour, Knicks toujours. On est toujours ensemble et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao. Ciao, Salut à tous. I always will be a Knick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.